Je vais accueillir Fanny Sorez, qui est docteur en architecture et qui est cofondatrice d'un atelier d'architecture agréé CIR et qui est spécialisée dans les lieux de vie institutionnels et qui va nous parler effectivement de architecture et transition. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler d'architecture, enfin d'environnement bâti et de troubles du comportement. Et puis pour vous donner un petit exemple concret, dans cet environnement, il fait très chaud et ça va générer chez moi un trouble du comportement, de la désinhibition. Et puis ça génère aussi un peu chez vous d'apathie et puis un peu de tentative de fugue. Là, j'ai vu. Donc si on avait fermé les portes, au bout de combien de temps l'agressivité serait montée? Voilà, donc c'est un peu pour parler de tout ça et puis pour conclure aussi ce congrès, je voulais vous présenter certains travaux qu'on a pu mener dans les lieux de vie institutionnels, qui sont des lieux qui sont particuliers où on a des publics qui cumulent plusieurs vulnérabilités et puis pour lesquels se pose la question de leur qualité de vie. Généralement, on vient me chercher pour me dire comment pourriez-vous nous aider à faire de ces lieux une maison? Bon, quand on voit ça, on est assez loin. Je vous présente cette étude qui est particulièrement intéressante parce que en 2017, l'Institut gériatrique Hélio-Marin, donc, qui est un hôpital et qui possède 60 places en unité de psychogériatrie, nous appelle. L'établissement est neuf, 25-30 millions d'euros peut-être plus tard. On s'est planté. Voilà. Et donc, aidez-nous. Voilà. Donc, on a commencé par 2 journées totales d'immersion. Et ces unités sont configurées de cette façon-là, très classique pour des unités, vous en avez sans doute vu 1000, où on a une entrée, un couloir de déambulation circulaire, un bureau des soignants que vous voyez ici, vitré 360, et puis une série de chambres dupliquées qui ressemblent furieusement à l'hôpital. Donc, ce qu'on observe quand on fait cette immersion, d'abord, c'est qu'on rentre entre des locaux de poubelle et une chambre, et puis que le monsieur qui était là, on est là sur des profils de psychogériatrique assez avancés, pensait avoir 37 ans et être dans son collège, et souhaitait m'offrir un café, ce qu'il ne pouvait pas faire puisque l'armoire de sa chambre était fermée. Donc ce monsieur me dit « mais je sais où est la clé, suivez-moi ». Je dis « ah bon, qui a la clé ?» Les surveillantes. Voilà. Et c'était intéressant le vocabulaire qu'il emploie et il m'amène précisément à ce bureau vitré qui n'est pas sans rappeler les panoptiques des univers carcéraux. Et une fois qu'on était là, il me dit non, en fait, c'est elles qui ont la clé, les secrétaires. Je dis « ah bon, mais comment vous savez que c'est les secrétaires? Elles passent leur journée derrière l'ordinateur. » Voilà. Et une fois qu'il nous dit ça, on arrive donc dans cette salle et il me dit « et ici ?» c'est le réfectoire. Voilà. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant l'interprétation qu'il avait de l'environnement. Donc on a été en immersion comme ça pendant 2 jours à écouter, à observer, et puis au bout de ces 2 jours, nous-mêmes enfermés dans ce lieu, à tourner autour de spatiaux et à chercher désespérément quelque chose à faire et puis à avoir aussi furieusement envie de fuir. Parce que franchement, j'avais la chance de rentrer chez moi et une dame qui me disait en touchant la table « il n'y a plus rien ici ». Donc il n'y a plus rien ici et a priori je ne suis pas atteinte de troubles cognitifs, donc voilà, mais je commençais moi-même à développer des troubles, je le disais, et on a commencé à s'intéresser à ça et à discuter avec les professionnels pour observer qu'elles étaient très en difficulté, ces professionnels, parce qu'elles passaient un très grand temps à gérer les troubles et ce qu'elles n'avaient pas le temps de faire. Comment ça se soldait? Ça se soldait par une contention généralisée. La contention, elle avait plusieurs formes. C'était, je vous parle de la fermeture du placard. La plupart des personnes n'avaient pas accès à leur chambre. Certains étaient attachés à leur fauteuil et d'autres étaient sédatés et attachés à leur fauteuil. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, les gens présentent un risque de chute qui commence à être majeur et puis surtout ne peuvent plus se rendre aux toilettes seuls, manger seuls, ce qui avait pour conclusion d'augmenter la charge des professionnels qui conduisait à des situations qui étaient clairement sévères de maltraitance, d'épuisement et à la fin, à quoi bon vivre ici? Et puis aussi, on dit oui, il y a un problème d'attractivité des métiers. Oui, mais c'est quoi le sens de mon métier quand je suis là? Donc ça nous a vraiment questionné sur tout ça et on s'est dit nous-mêmes, au bout de combien de temps, si on était enfermé en unité protégée, on développerait les mêmes troubles que ces personnes. Et puis, alors ça, c'est vieux comme le monde, mais vous vous souvenez sans doute de ce film, Volotinen Coucou, de cet homme sain d'esprit enfermé et qui finit par développer des troubles majeurs qui sont liés finalement uniquement à leur environnement social et physique. Et dans les cas plus typiques de maladie d'Alzheimer, il y a eu de belles revues de la littérature qui montrent à quel point des critères environnementaux physiques ont un impact majeur sur certains troubles du comportement. Et avec désormais une revue de la littérature qui a été bien étendue
notamment par le World Alzheimer Report, et qui permet de montrer que près de 80% des troubles du comportement observés sont d'origine environnementale. Et là, on se demande, si on veut aller vers tous les autres points, pourquoi ne pas agir vraiment? Donc là, je vous présente plus spécifiquement ça sur les unités de psychogériatrie. On est en train de mener le même travail dans le champ de l'autisme. Il est probable que ça soit encore plus élevé. Donc, je vous rappelle ma mission au départ. Je suis architecte, c'était une mission déco. Alors en fait, moi j'ai dit c'est super, mais en fait, le jour où on en sera à faire de la déco, c'est pas votre principal problème. Votre principal problème, c'est ce vide, ce néant, et une professionnelle qui me disait, pourvu qu'il ne leur arrive rien, ma réponse, alors ça c'est gagné, il ne leur arrive rien du tout. Mais c'est tellement mortifère, ce rien du tout, ce vide absolu. Il faut qu'on ouvre, il faut qu'on enrichisse l'environnement, il faut qu'on accepte une certaine prise de risque. Et ça, évidemment, ça demandait un partage des responsabilités, ça demandait d'être très au clair sur le projet. Quelque chose comme 18 réunions plus tard avec ces professionnels, nous arrivons à transformer ces lieux avec quelques principes simples du type, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi, par exemple, on ne rentre pas entre un local poubelle et une chambre. Quand je pousse la porte, il y a un environnement qui vous accueille, qui vous dit bienvenue, quelque chose qui n'est pas de l'ordre du technique. Donc on a proposé, il y avait une salle d'activité ici, ce qui est classique, un truc un peu fermé dans cette unité, de l'ouvrir et d'en faire un vrai salon, ce à quoi les professionnels nous répondent, mais vous ne vous rendez pas compte, nous on est de l'autre côté, si on ouvre, dès que la porte va s'ouvrir, les gens vont s'enfuir, il faut qu'on assure cette sécurité. Donc là on arrive avec une deuxième question qui est, plutôt que se donner tellement de mal de leur empêcher de partir, pourrions-nous considérer ou faire en sorte que les gens aient envie de rester? Ça a l'air simple comme question, mais enfin... et qu'est-ce qui pourrait donner envie aux gens de rester? Qu'il se passe quelque chose dans ces lieux. Donc, on leur a proposé de réouvrir cette cuisine qui était fermée et de redonner du pouvoir d'agir aux personnes, des opportunités de faire et de s'autodéterminer. Donc là, typiquement, la cuisine, ça a soulevé 1 million de questions. Vous ne vous rendez pas compte, ils vont prendre un couteau et s'égorger. Vous ne vous rendez pas compte, ils vont se brûler. Ah oui, mais et quand ils mangent à midi, qu'est-ce qui se passe avec le couteau? Ah oui, c'est vrai, en fait, il se passe rien. Donc il y a eu un énorme travail sur les stéréotypes. Et puis, cette question de l'ébrûlure du chauffe-lait, en final, on se rend compte que le chauffe-lait est là pour 2 bols de lait. Je ne sais pas vous, mais chez moi, par exemple, quand je chauffe un bol de lait, je n'ai pas un chauffe-lait, je le mets au micro-ondes. Bon. Donc en fait, on les a aidés à déconstruire tout ça. Les modifications sur le plan architectural qui ont été faites, c'est un peu le jeu des 7 erreurs, vous le voyez. Qu'est-ce qui a changé? Le sol. Qu'est-ce qui a changé? On n'a même pas... Tous ces travaux que vous voyez ont été faits par le service technique, ça a coûté très peu cher. On n'a même pas changé toute la table, mais on leur a mis juste un vrai plateau en bois, quelque chose qui génère un peu autre chose que du mélaminé. On a changé l'éclairage, on a changé les couleurs, et puis on leur a mis du vrai mobilier. Je ne vous montre pas toutes les images, on pourrait en parler pendant longtemps, mais une fois qu'on a fait ça, on leur a dit par contre, vos 9 chariots, parce qu'ils avaient typiquement 9 chariots, ils ont été même au stade d'avoir un chariot bibliothèque, puis un chariot goûter, puis ils envisageaient même un chariot aquarium, ce qui était un peu bizarre, mais... Ok, un chariot Snozelen, un chariot fin de vie, un chariot linge, un chariot, donc 10 000 chariots. Donc moi j'ai dit c'est bien, mais en fait, je ne sais pas vous, mais chez moi, je n'ai pas des chariots. Par contre, j'ai les bonnes choses aux bons endroits dans les mobiliers qui sont faits pour stocker ces choses-là. Voilà. Donc ça a été un travail qui était grand. On a fait ça juste avant, c'est l'hôpital qui commence à faire ça en 2017. Grâce à des fonds de la Fondation de France, ils répondent à ça sur le volet humanisation des soins. C'était quand même assez intéressant qu'ils envisagent une intervention environnementale comme une façon de réinventer leur projet de soins. Et puis entre-temps, le Covid est arrivé. Donc ils ont 4 unités de psychogériatrie. Ils se disent, on tente, et puis si ça marche, on déploie, mais on va déployer un par un. Arrive le Covid. Donc on ne peut pas retourner évaluer, parce qu'on voulait quand même vraiment évaluer. N'empêche que cette unité, pendant le Covid, a extrêmement bien fonctionné, pendant que les autres, c'était très, très difficile. Et puis, au bout de peu de temps, ils nous disent, en fait, on a fait toutes les autres unités d'un coup, l'année qui a suivi, parce que ça a tout changé. Donc, après Covid, on a pu revenir pour faire une évaluation post-occupationnelle. La plupart des personnes qui étaient au sein de l'unité, c'était difficile d'avoir de vrais échanges sur le plan verbal. On avait plutôt fait de l'observation et de l'écoute. Mais là, on a fait un travail avec les familles et les professionnels et de dire, donc plus vous voyez les mots qui sont grands, plus il y avait de la récurrence dans le discours, dans le cadre des échanges qu'on a menés. Près d'une trentaine d'entretiens qui sont menés. Les gens disent, ah là là, qu'est-ce que c'est agréable, on se sent chez soi, qu'est-ce que c'est beau. Alors cette question de la beauté, c'était quelque chose qui m'intéresse bien parce que
dans ce type de milieu, on se méfie, c'est comme dans le milieu académique, on se méfie de ce qui est beau. Non, si c'est beau, ça ne va pas être adapté académique. Si c'est beau, c'est pas sérieux. Si c'est beau, ça va être cher. Si c'est beau, c'est fragile. Non, voilà. N'empêche que quand on regarde cette question de la définition de ce qui est beau, qui est agréable et qui cause du bien-être, on a dit quoi? Une seule chose, la beauté est un facteur majeur de santé et de santé mentale, et ça n'est jamais ou rarement mobilisé dans le cadre des prises en charge. Et pourtant, il y a vraiment d'immenses possibilités autour de ça. Il y a notamment tout un travail qui a été mené par Alain de Botton, qui est philosophe autour de l'architecture du bonheur, et qui nous explique cette chose-là. Vous voyez ce lieu et vous dites « Ah là là, qu'est-ce que c'est beau !» Qu'est-ce qu'on est en train de dire quand on dit ça? On se dit une chose, qu'est-ce qu'on serait bien ici, là, non, en train de boire un verre ensemble. Donc quelque chose de l'ordre que la beauté est une promesse du bonheur. Et donc pour citer textuellement Alain de Botton, qualifier de belle une œuvre architecturale ou de design, c'est reconnaître en elle la capacité, enfin notre épanouissement personnel. Alors ces lieux, ah là là, qu'est-ce que c'est beau, hein. Moi je me dis, quand on rentre dans ces unités psychogériatriques, est-ce qu'on se dit, qu'est-ce que je vais être bien là? Non, pas trop, mais... Deuxième item qu'on évalue avec les personnes, les professionnels, c'est alors vos résidents, parce qu'ils faisaient que nous dire d'abord, quand on disait, est-ce que vous pouvez nous parler des gens qui sont ici? Avant, ils nous disent, ici c'est simple, on a des démons et des grabataires, c'était les vocabulaires employés, des GIR 1, des GIR 2, enfin voilà, on n'avait que des choses qui étaient très très difficiles en termes de discours, et là on repose les mêmes questions, c'est pas tout à fait la même équipe, parce qu'avec le Covid, il y avait eu du turnover, etc. Mais alors, et là ils nous disent, ah là là, mais les gens ils sont apaisés, ils sont bien, ils participent, et vous, professionnels, le premier retour que la raison pour laquelle l'hôpital a investi d'en faire les 3 autres unités l'année d'après, c'est qu'en très peu de temps, ils ont eu très très grande diminution des arrêts de travail, arrêts maladie, turnover. Et alors là, sur le plan économique, c'était la première valeur. Voilà, et sur le regard porté sur les résidents, l'autre chose que nous disait le médecin, c'est depuis qu'on a fait ça, il n'y a plus de contention. Plus aucune contention, ni chimique, ni physique. Pourquoi? Parce que les gens sont bien. Et puis les professionnels à la fin nous disent, mais en fait, nous aussi on est bien. Non? Pourtant, ça leur demandait beaucoup plus de travail, cette cuisine ouverte, tous ces lieux qui sont redevenus ouverts, tout ce ménage à faire. Au début, on a eu toute une série de levées de boucliers. Et ils se disent, c'est plus humain et on a beaucoup de chance de travailler là. Ça, c'est ce que les gens disent, fort d'impact sur la culpabilité qui était immense. Et l'autre point qui a été majeur pour l'établissement, c'est dans ces unités, ils n'avaient plus de problèmes relationnels avec les familles, ils n'avaient plus de plaintes en fait. Pourquoi? Parce que les gens se sentaient moins coupables. Pourquoi? Parce que quand on ouvre la porte, on se dit « Ah là là, qu'est-ce que mon proche va être bien là ». Puis on retourne s'immerger. Parce que les professionnels disent aussi « On est un peu chez nous ». On retourne s'immerger, et on retourne s'immerger notamment dans les unités qui ont été transformées sans les 18 réunions, etc. Et que voit-on? Que voit-on? On voit la cuisine ouverte qui est refermée par le chariot de ménage. Que voit-on? Les tables réalignées, l'aide-soignante à l'intérieur qui assigne des places et qui dit « Ne bougez pas, madame machin, je vais vous servir ». Que voit-on? La vaisselle qui réarrive. J'étais affligée, La beauté, la promesse du bonheur est-elle tenue? C'était ça la question. La beauté est une promesse du bonheur. Je vous montrais la vue sur la plage. On peut se faire quitter et manger quelque chose d'horrible, terriblement cher. Se dire, ah, qu'est-ce qu'on serait bien? Et puis finalement, non. Donc j'étais assez affligée jusqu'à voir cette dame, parce que parmi les choses en termes d'enrichissement et d'augmentation du pouvoir d'agir, on avait recréé une buanderie. Donc je vois cette dame qui faisait seule le linge sans un professionnel qui lui tombait dessus. J'étais plutôt contente. Donc je vais discuter avec la dame. Et je lui dis, vous étendez votre linge? Elle me répond, pas du tout. Vous savez, j'aide mes amis. Voilà. Donc en fait, elle n'était pas chez elle, elle était chez les professionnels, donc elle n'était déjà plus à l'hôpital, ça c'était clair, mais elle n'était toujours pas chez elle. À moi, ça m'a posé une question, c'était finalement, n'avons-nous pas contribué avec notre action à rendre supportable quelque chose qui ne l'est pas? Mais ça, c'est une autre question. Donc là, quand on a fait tout ce travail de restitution auprès de la direction, on a été remonter le fil, essayer de comprendre où est-ce qu'on s'est raté dans cette affaire. Plusieurs choses ratées. D'abord, en fait, ils ne sont pas allés au bout de la désinstitutionnalisation. Et le premier marqueur clé, ils ont laissé aux soignants leur blues. Ensuite, ce qui était assez clair, c'est que quand on a discuté avec les professionnels, ils nous racontaient, ils nous parlaient de leur poste comme
moi je fais ce qu'il y a dans ma fiche de poste. Et dans ma fiche de poste, il y a marqué servir le repas. Il n'y a pas marqué aider les habitants à mettre la table. Il n'y a pas marqué faire le ménage avec les gens. Et puis on a regardé aussi le contrat de séjour, parce qu'en fait, les règlements, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit, quels risques les gens prennent quand ils font telle et telle chose. Et donc on se rend bien compte qu'il ne s'agissait pas seulement de réinventer le cadre de vie, mais la totalité des dimensions institutionnelles pour que l'expérience de vie, parce que c'est bien de ça dont on parle, soit réellement transformée et qu'on puisse avoir finalement une pérennisation du changement culturel, j'allais dire le cadre architectural, exceptionnel levier de transformation, mais derrière, immense travail de pérennisation parce qu'on peut dévoyer au quotidien un environnement par des pratiques professionnelles. Là, je vous parle que dans le cadre d'unités psychogériatriques, je pourrais vous montrer des choses incroyables dans le champ de l'autisme et d'univers plutôt liés dans le handicap, à quel point on peut aussi, par la posture, polluer ces lieux-là. Et donc, je voulais finir, vous connaissez sans doute cette citation, mais moi j'aime beaucoup Philippe Corten, psychiatre, qui disait, voilà, pour évaluer la qualité de vie, il faut qu'on s'intéresse aux réalisations, à l'autonomie, c'est-à-dire la capacité de décider pour soi-même, la liberté, la compréhension du monde qui nous entoure, la beauté et les joies de la vie quotidienne. Voilà. Et ça, je pense que de pouvoir penser des interventions 360, et je reviens en tant que l'environnement support d'une intervention thérapeutique ou d'accompagnement, de pouvoir se dire finalement selon quelle dimension et selon quelle valeur on va le faire et comment est-ce qu'on va mobiliser tous ces éléments-là. Voilà, donc c'est un fragment de tout ce qu'on fait à l'agence. On a la chance d'avoir des porteurs de projets qui nous amènent chaque jour des choses plus compliquées. Et en ce moment, typiquement, on intervient pour la création des unités résidentielles pour des personnes atteintes des troubles du spectre autistique cas complexe, des gens qui sont sous contention chimique et physique à l'hôpital psychiatrique, qui en général ont une maladie rare en plus du spectre autistique qui majore leurs troubles, et pour lesquels aujourd'hui on se dit, et si demain on voudrait leur offrir un environnement plus digne, comment pouvons-nous faire cela ? Évidemment par une action croisée, et là l'environnement, encore une fois, a un rôle majeur. Donc je vous invite, s'il vous plaît, à vous intéresser en tant que praticien ou chercheur au lieu dans lequel se déroulent ces choses, parce que beaucoup d'indicateurs sont présents et donnent du sens à ce que vous êtes en train d'observer. Il n'y a pas que la pathologie des personnes, ni la médication qu'ils ont. On peut agir de manière non intrusive sur tout ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup. De nouveau, je suis impressionné par la qualité des 3 interventions qu'on m'a demandé de modérer. Donc, merci beaucoup. Ça me fait penser vraiment à une tension qui existe alors, chez les soignants, qui est d'opposer lieu de soins et lieu de vie, comme si, parce qu'on voulait en faire un lieu de vie, les gens n'allaient plus quitter l'endroit où ils sont hospitalisés, où ils résident. Et c'est un débat constant. C'est comme si, parce qu'on rendait les choses désagréables, les gens allaient plus facilement le quitter, alors qu'il faut plutôt prendre, évidemment, mais vous l'avez tellement bien démontré, l'exemple inverse. Juste pour rebondir sur ça, à l'hôpital, il n'y a pas de doute. Vous n'avez aucun intérêt à ce que l'environnement soit trop agréable. Il faut que les gens sortent vite, non ? Pour qu'on soigne vite et un maximum de personnes. C'est vrai, il n'y a qu'une seule chose à faire, optimiser le travail des personnes pour qu'on puisse... Dans des lieux de vie, là, la question, c'est comment est-ce que s'appuyer sur ces caractéristiques environnementales va venir faciliter les soins. Et ce n'est pas en créant l'hôpital que vous allez faciliter des soins quand on a des personnes qui ont ce type de troubles du comportement. Et pendant longtemps, moi aussi, on était sur cette opposition. Aujourd'hui, je suis convaincue qu'il n'y a pas d'opposition, c'est une seule et même chose. C'est plus facile de soigner quand on a un environnement qui soutient que quand on est dans un environnement qui lui-même génère des troubles, en fait. Y compris chez les professionnels, d'ailleurs. Qui soutient les capacités de la personne, effectivement, à être le mieux possible. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions ? J'en vois une là-bas au bout. Le temps que le micro arrive, je vous rappelle que juste après, il y aura les cérémonies de clôture, la distribution des prix des posters, et puis également l'annonce pour le 6e congrès de la SF3PA. Alors moi, j'avais une question justement sur le côté architectural, mais plutôt axée sur la décoration. Est-ce que vous constatez dans les choix de décoration que vous faites un effet de génération peut-être, parce que je constate que là c'est très contemporain, alors c'est très beau,
mais notamment je pensais dans les fameuses UHR et unités protégées. Est-ce que vous devez adapter la décoration à la génération que vous ciblez? Alors, il y a une question de génération. Pour moi, il y a plutôt une question de culture. On observe que c'est pas du tout pareil d'avoir grandi dans le Paris 16e, qu'au fin fond de la Lozère, qu'en bord de mer à Cannes, par exemple. Et ça, c'est des marqueurs qui sont bien plus présents en termes de choix décoratifs que la question de l'âge. Et on est assez étonnés. En fait, les gens ont souvent des meubles depuis très longtemps. Pour autant, quand on leur laisse le choix, ils ont souvent tendance à préférer des choses plus modernes, mais ils ont conservé leurs choses parce qu'il y avait une charge affective. Ça, c'était la table de ma mère. Et puis ça, je l'ai reçu quand je me suis mariée. C'était il y a 60 ans, mais je l'ai encore, etc. Mais quand ils vont choisir eux-mêmes leurs meubles, ils ont vraiment tendance à choisir des choses plus modernes. Et de manière globale, abandonnons nos stéréotypes sur ces questions. Je ne sais pas ce qui est bien. Par contre, on observe que quand on vient avec des catalogues de décoration d'enseignes lambda, vous savez, où il y a bien tous ces styles, là je ne signerai pas d'enseigne, mais en fait les gens peuvent se prononcer, de dire « Ah, c'est joli, ça… Voilà, on utilise beaucoup, là je ne vous ai pas parlé des méthodes, mais on a beaucoup de médias de co-conception, y compris pour des personnes qui sont non-verbales. Et je pense que voilà, il faut surtout s'abstenir de décider. Par contre, une chose qu'on observe beaucoup, c'est toutes les personnes qui vivent là n'ont finalement qu'une seule chose en commun, leur besoin d'accompagnement. Elles n'ont souvent pas le même âge, elles n'ont pas la même histoire de vie, elles n'ont pas le même goût, elles n'ont pas la même catégorie socio-professionnelle. Et pourtant, l'environnement qui leur est proposé est très homogène. 15 fois le même fauteuil, la même couleur partout. Nous, on travaille beaucoup sur de la différenciation, 15 fauteuils différents. Le salon qui n'est pas comme la salle à manger, qui n'est pas comme ça, et plus on va aller vers de la diversité, et plus je vais me garantir que peut-être je vais augmenter mes chances de satisfaire ce qui plaît à telle personne, ou même des choses qui sont purement morphologiques. Les ergothérapeutes ont tendance à dire il faut des fauteuils gériatriques qui sont hauts, on s'en relève facilement. C'est vrai, mais si je fais 1m50, en fait, j'ai pas les pieds qui touchent par terre quand je suis assis sur le fauteuil. Ça me donne l'impression d'avoir 4 ans. En fait, quand on est plus petit, il faut un fauteuil plus petit. Et c'est quoi le problème d'avoir des fauteuils plus petits? Et c'était assez intéressant sur ces questions de fauteuils petits. On en a mis un dans une unité. Je pourrais vous parler des rocking chairs, après ça fait toujours un grand débat. Mais les professionnels disent c'est pas adapté. Dit enfin je touche les pieds par terre. Et une autre dit vous voyez, mais je m'assois dans le petit fauteuil là. Ça prouve à tout le monde que je suis encore capable de m'en relever. Et je trouve que c'est aussi très intéressant de voir à quel point on va être capable de créer des environnements qui vont mobiliser les compétences restantes chaque jour, plutôt que de partir de la plus grande déficience. Et en fait, ça va tuer toute forme de mobilisation. Voilà, donc de la diversité. Et on minimise le risque de se tromper, parce que les gens ne vivent pas très longtemps dans ces lieux, ça tourne beaucoup. Voilà un peu les conseils d'éco, je veux dire, qu'on peut avoir.